Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Franck Turlan, je suis le coordonnateur de Pôle Énergie 11, qui est l'agence de l'énergie et du climat de l'Aude. Donc l'Aude, c'est ce petit département rural qui produit d'excellents vins du côté de Narbonne et de Carcassonne. Et où donc nous avons initié, c'est ça que je vais vous présenter, c'est une petite histoire que je vais vous raconter, une histoire humaine. C'est celle du parc coopératif des énergies de Narbonne, qui là aussi est une affaire un peu longue, puisque c'est quelque chose qui a été initié dès la fin 2009. Voilà. Juste un petit mot sur Pôle Énergie 11, c'est une association, comme la plupart des agences françaises, la quasi-totalité même, je crois, la totalité, avec juste une particularité, c'est que son président n'est pas un représentant de collectivité, mais est une émanation des chambres consulaires de l'Aude, donc chambre agriculture, métiers, commerce et industrie. Et en fait, c'est une histoire là aussi humaine, puisque Pôle Énergie 11, qui a quasiment 10 ans, est né d'actions de terrain, de la demande du terrain, notamment du monde agricole, autour de filières comme le petit éolien, les agrocarburants à l'époque, la forêt paysanne. Et donc des demandes de conseils, on va dire, d'approche filière économique et d'un rapprochement avec l'espace Info-Énergie à l'époque, qui était animé par le CAUE de l'Aude, Conseil d'architecture, urbanisme, environnement. Donc c'est la rencontre un peu de structures de conseils indépendantes du territoire, avec un effet un peu concentrique, la CAPEB qui est arrivée, etc., sur les filières bois. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez atypique. Et vous allez voir que ça a son importance dans ce projet, du moins sur l'initiative. Alors de quoi on parle déjà, tout simplement? On parle de quelque chose qui n'est pas très innovant maintenant. Au final, c'est une centrale solaire au sol de 12 mégawatts, donc investissement aujourd'hui 14 millions d'euros. Qui sera mise en service d'ici fin 2017. J'emploie le futur parce que donc on va y venir, mais donc ce projet a été retenu dans le cadre des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Donc par portée, au final, gérer une société d'exploitation avec pour moitié un développeur qui est Valorem et pour une autre moitié par des composantes du territoire que sont les collectivités, les entreprises et les citoyens. On est sur une emprise de 50 hectares de terrain appartenant à un industriel qui s'appelle Areva. Je vais expliquer pourquoi. Avec, là c'est par contre un peu plus innovant d'un point de vue technique, l'intégration d'une production de biomasse, donc des taillis en courte rotation sur des niveaux surfaciques à peu près sur 16 hectares, plus des bocagères. Il y a eu un gros travail au niveau environnement et intégration paysagère. Et une complémentarité agricole que nous avons travaillé très sérieusement avec la Chambre d'agriculture, le service élevage, sur des cultures fourragères en cœur de centrale. L'innovation principale, elle n'est pas là. Donc d'où ça vient? D'abord, c'est un facteur humain. On ne s'est pas levé, nous techniciens, conseillers énergie, etc., en disant on pourrait faire un beau projet de centrale solaire au sol. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est une vraie opportunité qui nous est venue de la base, encore une fois, donc d'un agriculteur qui était inclus dans ce projet collectif Petit Éolien Paysan. Il faisait partie des quelques 50 agriculteurs engagés avec nous sur ce projet, qui au final n'a rien donné. Je referme la parenthèse sur le Petit Éolien. On pourra y revenir si vous voulez à un autre moment. Et qui s'est dit, c'était la grande époque du solaire photovoltaïque, je ne sais pas si vous vous rappelez, 2008-2009, tous les agriculteurs chez nous étaient démarchés par des développeurs, etc. Alors lui, il faut comprendre une chose, c'est que les terres que vous voyez, entourées de rouge, c'est lui qui les exploite pour le compte d'Areva qui est là. Donc Areva, c'est quoi? C'est quoi ici à Narbonne? Je pense que vous connaissez tous Areva. Mais ici, c'est une usine chimique. C'est ici que le minerai est transformé, première transformation. Donc c'est une usine chimique. On est en classé Céveso. Il y a un risque donc
périmètre de protection des risques technologiques, avec deux grands risques. Risque d'explosion parce qu'il y a stockage d'acide fluorhydrique qui rentre dans le process industriel. Et par ailleurs, ces lagunes que vous voyez, c'est ce que vous voyez au début de la première image, ce n'était pas un étang, ce n'était pas des capteurs solaires. Ce sont les lagunes qui rentrent aussi dans le process pour le moment industriel d'Areva, avec évaporation et qui contiennent énormément de nitrates. Donc c'est des tonnes, des milliers de tonnes de nitrates qui sont contenues dedans. Donc là, le risque principal, c'est une rupture des digues qui viendrait polluer derrière et Narbonne et tous les étangs. Si vous connaissez un peu notre région, il y a des étangs. Avant, c'était la mer du temps des Romains. Maintenant, ce sont des étangs. La mer reviendra peut-être d'ici un siècle ou deux. Mais pour le moment, ce sont des basses terres. Voilà. Et donc, lui, il s'est dit, cet agriculteur, il s'est dit, mais voilà, alors... Je vais faire le cirque comme ce matin, mais vous couperez toujours pareil l'enregistrement par rapport à ça. Par rapport à Areva, tout simplement, qui est très pointilleux sur tout ce qui est communication, vous vous doutez bien. On est en fait, ce que vous voyez en rouge, donc qui fait à peu près 2,5 km nord-sud. Là, on est 2,5 km à peu près sur une bande de 300-400 mètres. C'est la zone tampon de l'usine. Ils n'aiment pas ce terme parce que ça sous-entend que voilà, il y a, mais c'est sa réalité, quoi. Voilà, il y a quand même derrière une usine chimique. C'est la zone tampon et pour eux, bon, c'est de l'espace qui est gelé. Ils pourraient avoir de l'herbe qui serait juste tondue, etc. Ça serait pareil. En l'occurrence, pour le moment, c'est des cultures destinées à l'alimentation non humaine. Alors vous me direz, ça peut transiter après par les animaux notamment. En tout cas, c'est une zone qui, on va dire, est entre guillemets gelée, dans le sens où on ne peut plus rien développer comme activité économique à valeur ajoutée, avec construction, etc. Voilà, c'est juste pas possible par rapport au caractère PPRT, zone Céveso, etc. Donc cet agriculteur s'est dit, mais est-ce que c'est pas une opportunité finalement de faire de cette contrainte un avantage pour développer un projet d'énergie renouvelable. Et il est venu vers nous, puisqu'il nous connaissait, nous, Pôle Énergie 11, et avec mon collègue de la Chambre d'agriculture à l'époque, qui s'occupait des énergies renouvelables, et il nous a donné carte blanche pour qu'on se fasse plaisir en tant que technicien. Donc ça, c'est pas tous les jours qu'on peut se faire plaisir, donc on s'est fait vraiment plaisir. On a imaginé un projet multi-énergie, voilà, en gros, qui soit d'abord un site, en plus on répond à un agriculteur, donc on est d'abord dans la production, c'est un site de production, mais aussi un site d'expérimentation grandeur nature, notamment sur le volet biomasse, qu'ils avaient déjà commencé à travailler. On s'est dit, là on a un super champ d'expérimentation sur plusieurs hectares. On peut imaginer des choses en lien aussi avec l'INRA qu'on a sur place, etc. Et de sensibilisation, parce qu'à l'époque, il y avait une demande, notamment public scolaire, mais pas seulement, pour mieux connaître des sites, voilà, mieux connaître l'énergie. Et même en France, on a regardé un peu ce qui se faisait. Il n'y avait pas un lieu avec un espace muséographique qui serait associé, par exemple, à une visite in situ d'un site intéressant sur plusieurs filières. Donc on s'est dit d'entrer le photovoltaïque comme moteur économique d'un projet global, avec l'idée de réinvestir, d'avoir un levier économique. Alors on ne savait pas trop encore comment, mais l'idée, elle était là, la philosophie. J'étire un revenu du solaire photovoltaïque et je le réinjecte sur un projet global d'expérimentation, d'animation de tout ça. Il faut chercher, voilà, il y a de la recherche à faire, mais il faut aller chercher les programmes. Bon, voilà, il y a de l'ingénierie et de la sensibilisation. Un projet pilote, donc, réunissant sphère privée et publique, entreprises et salariés, collectivités et citoyens. Notre idée à nous de techniciens, par contre, clairement, c'était de dire on va faire de ce projet pilote une sorte de démonstration, une démonstration. On va pouvoir, c'était notre espoir, qui s'est vérifié, nous, petits acteurs territoriaux, parce que même si c'est Narbonne, bon voilà, c'est une petite communauté d'agglos, il n'y a pas énormément de compétences en interne. Nous, association, agence de l'énergie et du climat, c'est tout petit, hein, ça n'a rien à voir avec les agences de Lyon ou autres. Hein, voilà, on est vraiment des petits poussés. Mais si on se met tous ensemble, hein, dans l'intelligence collective dont on parlait hier, je crois, au niveau de l'économiste, on peut contrôler
un projet d'infrastructure renouvelable à plusieurs millions d'euros. Et c'était cette démonstration qu'on voulait faire et qu'on est arrivé à faire. Donc on va dire que ce sont des idées simples, voilà, qui sont plus dures à traduire après derrière. Donc d'un noyau dur de fondateurs. Alors les fondateurs, je vous l'ai dit, l'agriculteur qui lui-même donc, avait déjà enclenché des choses sur les énergies renouvelables, avait monté une petite société aussi, il avait développé un toit solaire sur une unité d'asperges. Il a pu, 70 kW, il a pu comme ça avoir lui-même un levier économique pour réinvestir dans ce projet-là. Il a commencé à mettre quelques billes. Areva, donc propriétaire des terrains, qui ne voulait pas trop apparaître, hein, mais il a dit nous on suit, on rentre dans le projet. Pôle Énergie 11, avec toute cette composante que je vous ai dit derrière, plutôt à tendance acteur économique. Et donc nous sommes allés... Nous sommes allés chercher la collectivité. Donc, est-ce qu'il y a un cheminement? Est-ce qu'il y a une recette? La réponse est non. Il n'y a pas de recette. Je pense que vraiment, je vous dis, c'est une petite histoire liée à une opportunité. Et je pense que dans chacun de vos territoires, l'histoire sera différente. Par contre, peut-être qu'il y a quelques tendances qui peuvent se dégager sur des éléments qui peuvent... faciliter ou au contraire entraver la concrétisation d'un projet comme ça. Donc ici, clairement, c'est l'initiative d'un agriculteur qui était déjà branché énergie renouvelable. C'est le facteur humain. C'est quelqu'un qui est complètement ancré dans son territoire et qui a la motivation et qui a surtout quelque chose en lui qui est très important. C'est lui qui assure la permanence du projet. Il est sur ce territoire, il travaille ses terres, il vit là-bas et quelles que soient les alternances politiques, les aléas, changement de directeur d'Areva, etc. Lui, il est sur place, c'est le fermier de ces terres, et vous le savez peut-être, le fermier d'ailleurs, il a quasiment plus de pouvoir que le propriétaire. Et ce lien-là, d'ailleurs, de l'agriculteur et d'Areva, il est extrêmement fort, et Areva a accordé toute sa confiance à l'agriculteur pour mener à bien ce projet-là. Le deuxième élément important, c'est le travail de Pôle Énergie 11. Et là aussi, il y a un facteur, c'est la durée. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Agence de l'énergie, Cavalerie Légère? On a fait une sorte de pré-développement. On a fait l'amorçage. On a fait l'amorçage du projet. On a rendu possible ce projet en investissant du temps. Alors on est une structure associative, mais on a des financements. J'ai calculé que sur la durée de vie du projet, j'ai coûté rien que moi, à peu près en temps de travail, à peu près 50 000 euros. Moi, je suis surpayé, hein, mais ça a coûté à peu près ça. Ce chiffre-là, évidemment, je l'ai eu qu'après. Je ne l'ai pas trop communiqué parce que, et puis même, on m'aurait stoppé avant. Et je pense, pour vous rassurer aussi, qu'aujourd'hui, ça coûterait nettement moins cher parce que là, on est vraiment sur un projet qui, à l'époque, était novateur, qui l'est déjà beaucoup moins. Et aujourd'hui, il y a des possibilités avec la loi sur la transition énergétique qui n'existaient pas alors. Et les collectivités ont avancé. Enfin, le cadre global, général, est beaucoup plus aisé pour mener ce type de projet. Donc, ne prenez pas peur tout de suite. Voilà, mais ça va être long. Et ce facteur de la durée est très important, vous l'avez compris, sur le premier, l'initiateur, mais également sur l'accompagnement. C'est un accompagnement sur la durée, il faut être prêt à ça. Le troisième facteur, c'est le cadre politique, on va dire, incitatif. Donc là, en l'occurrence, c'est la région Languedoc-Roussillon qui a transposé ça au niveau de la région Occitanie avec la fusion de Midi-Pyrénées. On a la chance d'avoir une région qui est particulièrement en pointe sur tout ce qui est investissement participatif dans les ENR et qui s'est aussi appuyée sur notre projet. On a avancé ensemble, les techniciens, les élus qui ont suivi ça, pour donner un cadre favorable pour cette période d'amorçage dont je vous parlais, pour aller encore un peu plus loin, ce financement de cette période d'amorçage qui permet au territoire d'être indépendant finalement par rapport à des développeurs privés, avec un appel à projet qu'ils ont lancé donc en 2014, où qu'on a gagné, voilà, on a été parmi les lauréats, et on a pu finalement se payer la dernière phase qui est l'expertise technique pointue. Voilà, l'expertise technique pointue.
On a pu se la payer avec donc, cet appel à projet où on a pu se financer une assistance à maîtrise d'ouvrage avec Enercop Languedoc-Roussillon. Alors c'est devenu à un moment donné une association de préfiguration. On a formalisé. Donc nous, on est parti là-dessus. Je pense que c'est quelque chose que je conseille, de partir sur une association de préfiguration où on va regrouper aussi les acteurs et où on va assurer une animation sur la durée, s'assurer que tout le monde est à peu près en phase. Et ça permet vraiment de démarrer quelque chose avec un maximum d'acteurs. Cet assistant à maîtrise d'ouvrage, Enercop, nous a aidé à consulter ensuite des développeurs. Donc nous avons choisi avec qui nous voulions développer ce projet de centrale solaire qui est le levier économique d'un projet plus global. Donc nous avons consulté à peu près une vingtaine de développeurs français. 4 ont remis une offre qualitative, je les cite. Donc outre Valorem, Valeco, qui est à Montpellier et qui rayonne sur le sud de la France, Quadrant, encore une fois, qui est basé à Béziers, et Urbasolar, qui est également sur Montpellier, qui rayonne sur le sud de la France, et à qui nous avons demandé, à Valorem, donc, d'être dans l'investissement aussi sur la durée. Nous ne voulions pas quelqu'un qui développe quelque chose et qui s'en aille, qui accepte un partage de la gouvernance. Alors là, on est allé un peu plus loin sur le pacte d'associés, le point clé, peut-être qu'on pourra y revenir après dans les questions, ce n'était pas l'objet précisément là, mais c'est le point clé sur le pacte d'associés. Donc Valorem a une voix et le territoire en a 2. Ce pacte d'associés doit être revu puisque maintenant nous allons rentrer là aussi dans une phase de construction, d'investissement, avec d'autres acteurs plus élargis. Donc là, mais avec toujours l'idée d'avoir cette répartition. Le risque au niveau des coûts d'études d'impact a été porté par Valorem. Nous avons imposé également aux développeurs nos intervenants techniques, que j'ai moi-même pilotés. Avec ensuite le développeur, ça s'est très très bien passé. Je pense, Valorem n'est pas là dans la salle, mais ça a été très bien pour tout le monde. Également, la prime de succès classique d'un développeur, ça je ne sais pas si tout le monde maîtrise, c'est des choses qui arrivent là-dedans. Il y a également une prime de succès qui a permis de valoriser tout le travail amont dont je vous ai parlé. Alors, c'est peut-être un hasard au final parce que je ne connaissais pas la somme, mais c'est 50 000 € pour l'association de préfiguration qui va rentrer dans le capital du moteur économique qu'est la société solaire. Je n'ai pas fait les schémas et tout ça, mais en gros, j'espère que c'est assez clair pour vous. Et pour finir, donc en gros, la conclusion, si c'était à refaire, donc moi je suis là pour vous donner du retour d'expérience et je ne suis pas là pour vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a eu quelques épisodes où on s'est un peu raté et qui ont d'ailleurs des conséquences, puisque d'un projet... Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, hier, pour ceux qui étaient là, l'économiste a parlé de la confiance qu'on pouvait avoir sur la proximité. Quand la confiance, elle est perdue, et qu'on a des acteurs locaux très proches, ça peut se transformer en défiance. Et au lieu d'avoir un projet fédérateur, on peut avoir un projet dynamiteur. Et là, clairement, en tout cas pour Pôle Énergie 11, c'est un projet dynamiteur, puisque au final, des politiciens locaux ont... Alors, par souci peut-être de contrôle, on va dire, de notion de pouvoir, d'argent derrière, et de malentendus aussi, de méconnaissance peut-être des sujets dont on parlait, ont exigé la démission de mon président, au final, de ma structure Pôle Énergie 11. Donc, et moi-même, j'en tire les conséquences et j'arrêterai mes fonctions de coordonnateur de Pôle Énergie 11 à la fin de l'année, parce que j'estime ne plus avoir le mandat, la légitimité pour travailler sur ce département si on ne reconnaît pas à l'agence ce rôle de fédérateur, d'initiateur au long cours pour nos territoires. Voilà, je referme cette parenthèse, mais c'est important parce que c'est un dossier à fort enjeu de visibilité, mais aussi d'argent. On parle, là, on est sur un projet, donc je vous l'ai dit, en investissement, c'est 14 millions d'euros, mais ça rapporte pas mal d'argent. Les sociétés donc de collectivités, des CEM, etc., prennent des participations. C'est nous qui sommes allés les chercher pour en faire un vrai projet territorial. C'était souhaité de notre part et on ne le regrette pas. C'est comme ça que ça doit être monté. Mais il y a de vrais enjeux derrière aussi d'argent. Et les collectivités, en l'occurrence, les directions, ont identifié qu'il y avait un vrai enjeu pour chez nous sur la durée derrière, que c'était peut-être le premier projet et n'ont pas identifié l'agence comme étant cet outil facilitateur, mais comme étant éventuellement un concurrent. Donc il
une incompréhension par rapport à ça. Donc, en gros, les 3 éléments que je voulais faire ressortir, si c'était à refaire, donc pour vous aussi, peut-être surtout, si c'est à faire pour vous aujourd'hui, il faut prévoir un temps suffisant en amont, d'abord de formation auprès des équipes techniques et des élus sur ces questions d'investissement participatif, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, d'interprétation et de suspicion. Bien définir l'objet, ça paraît basique, de l'association de préfiguration. Là, nous, on s'est trompé. On a voulu faire plaisir à un élu d'une collectivité qui a voulu voir trop large tout de suite. On s'est dit, on verra ça plus tard, c'est pas grave, on va lui faire plaisir, on le laisse. Erreur fondamentale. Voilà. Parce que derrière, encore une fois, incompréhension au sein même de cette collectivité qui prête des intentions à la structure qui est en premier plan, qui était l'agence, etc. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est le temps de débat pour aller jusqu'au fond des choses, tout de suite avec les parties prenantes dans cette association de préfiguration, ne pas laisser la moindre faille derrière d'incompréhension dans laquelle derrière les distances vont arriver. Et enfin, puisqu'on est sur des projets au long cours, alors je vous rassure encore, 2009, là c'est très long, je pense que là vous allez bénéficier du retour d'expérience et du caractère plus facile aujourd'hui, donc c'est moins long, mais quand même, on est sur plusieurs années, les gens changent, les élus changent, on a des techniciens qui changent, etc. Donc faire des points réguliers techniciens élus, s'assurer qu'il y ait des référents, qu'on n'ait pas des élus notamment qui changent à chaque réunion, qui ne connaissent pas le sujet dont on parle, parce que des fois c'est des questions assez pointues. Voilà. Donc ça c'est important, la permanence, et si voilà, pour avoir vraiment, c'est surligné, vraiment un modèle vraiment partagé de développement territorial des renouvelables. Voilà, j'ai débordé, je suis désolé.